Donc bienvenue à la partie 24 de notre série d'études. Alors les 3-4 dernières leçons, ce qu'on a commencé à voir, c'est tout au niveau de la création, de la genèse. À la partie 23, on a vu un peu le côté scientifique. Donc je vais donner une série d'outils pratiques, comment justement survivre dans ce débat-là de science et la Bible. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette partie? On va voir la controverse de l'âge de la Terre. Donc si je vous pose la question, c'est quoi l'âge de la Terre? A, c'est 6000 ans, B, 12 000 ans, C, 4,56 milliards d'années. Eh bien la réponse c'est D. Toutes ces réponses sont bonnes. Pourquoi? Parce que le temps est relatif. Donc le temps dépend toujours de l'observateur. Le temps est influencé par la vitesse, il est influencé par la gravité, par la position de l'observateur. Donc le temps est relatif. Le temps n'est pas une donnée absolue. Donc pour quelqu'un qui est près d'un trou noir, le temps va ralentir. Pourquoi? Parce que la gravité l'influence. Quelqu'un qui a une très haute vitesse, quasiment comme la vitesse de la lumière, le temps va ralentir par rapport aux observateurs qui sont inertes. Donc c'est la relativité, c'est la dilatation du temps. Donc pour quelqu'un qui est à l'extérieur de la gravité, à l'extérieur de la dimension de l'univers, comme le monde spirituel, quand ils vont voir notre monde, ils vont observer, tout va être au ralenti. Pourquoi? Parce qu'eux sont en dehors de la gravité et nous on est influencés par la gravité. Si moi je regarde, par exemple, quelqu'un qui est proche d'un trou noir, moi je vais le voir au ralentir aussi, parce que relativement, lui, il est plus influencé par la gravité. Mais si quelqu'un est à l'extérieur de la gravité, le temps va être quasi instantané pour eux. Donc la question se pose même pas, il n'y a même pas de débat entre c'est quoi l'âge de la Terre. Si quelqu'un me pose la question, je dis c'est quoi ton système de référence? Sur quoi tu te bases? Est-ce que tu te bases sur notre position sur la Terre? Bon, sur notre position pour la Terre, c'est notre système de référence. Donc, c'est notre observation qui va déterminer c'est quoi l'âge de la Terre. Quand on regarde la Bible a peut-être été écrite en 4 dimensions. Donc, c'est leur système de référence. Ça va être peut-être quasi instantané. Mais on va regarder que la Bible montre aussi des indices au niveau du point de vue de l'homme, donc de notre système de référence, puis qui considère les montagnes éternelles. Donc on a déjà fait une expérience, on a pris 2 horloges atomiques, on a mis une sur le sommet de la montagne, une proche de la mer. Donc les deux ont une gravité différente, c'est quasiment pas perceptible, mais l'horloge, la précision de l'horloge, c'est perceptible. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le temps s'écoulait de 2 vitesses différentes. Donc c'est prouvé aussi, c'est pas juste une théorie. Donc quel est l'âge de la Terre? Quel est votre système de référence? Donc si on regarde le système de référence terrestre, donc, on est sur la Terre, c'est nous l'observateur. Comment on peut déterminer justement l'âge de la Terre selon notre système de référence? Donc on peut regarder des méthodes de datation. On va regarder le parallaxe, c'est-à-dire la distance des étoiles. Comment on fait pour justement calculer la distance des étoiles? Cette étoile-là est à 100 millions d'années-lumière. Ça veut dire quoi ça, 1 million d'années-lumière? Ou 100 millions d'années-lumière? C'est une distance, c'est pas un temps. C'est la distance que parcourt la lumière, donc 300 000 km/s, pendant 1 an. Fait que là, tu fais ça pendant 100 millions d'années à la vitesse de la lumière. Fait que c'est 300 000 km/s fois 60, fois 60, fois 24, fois 365, fois 100 millions. Donc ça va être la distance. Des très très grandes distances. Donc comment on fait pour calculer ça? On prend pas un tape à mesurer puis on commence à calculer. Donc on va faire un petit exercice pour vous montrer un peu comment ça marche, le calcul des distances. Prenez votre pouce, puis mettez-le devant vous. Et puis là, fermez votre œil gauche et fixez, en regardant votre pouce, un objet encore plus loin. Comme moi, par exemple, je regarde le cadre qui est au fond de mon corridor. Donc, je mets mon pouce, et puis là, je ferme l'autre œil, puis j'ouvre l'autre œil. Donc, quand j'alterne gauche-droite, l'image, mon pouce semble changer par rapport à l'image de fond. Pourquoi? Parce que j'ai 2 yeux qui ont une distance entre mes 2 yeux. Donc, ça me permet de voir en 3 dimensions et d'évaluer la distance comme ça. Donc, si je fais le même exercice, je prends un arbre, je prends pas mon pouce, mais je regarde l'arbre qui est de l'autre côté de ma rue, et puis je regarde l'arbre à comparer de la maison qui est en arrière. Puis là, je fais le même exercice, c'est-à-dire je ferme mon œil gauche, je ferme mon œil droit, et j'alterne comme ça mes yeux. Les 2 images que je vois sont presque pareilles. C'est pas comme l'image avec mon pouce, qui était proche. Quand je ferme, j'alterne, l'image semble bouger beaucoup plus que les objets que je regarde qui sont très loin. Donc c'est un peu comme ça qu'on mesure la distance des étoiles en regardant l'angle. Donc si on prend 2 images, donc comme 2 yeux, un à une extrémité de la Terre, puis on prend un autre télescope à l'autre bout de la Terre, on connaît la distance entre les 2 télescopes.
comme je connais la distance entre mes deux yeux. Et puis là, on compare les angles de différence. Et puis là, on fait un simple Pythagore. Et puis là, on peut calculer la distance. Pour les objets très éloignés, parce que des fois, plus c'est loin, plus l'image semble être pareille. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un télescope et on prend une photo du ciel à un moment donné, et puis on attend 6 mois, parce que la Terre va être de l'autre côté du Soleil, et puis on prend la même photo. Mais là, c'est comme on mime deux yeux, finalement. On connaît la distance entre la Terre et le Soleil, donc x2, et puis là, on calcule l'angle de différence, et puis on peut trouver facilement la distance. Donc ça, c'est comme ça qu'on évalue la distance des étoiles. Et puis ça nous donne des fois des centaines de millions d'années. Ça veut dire que quand on voit, par exemple, on voit le Soleil est à 8 minutes lumière. Ça veut dire qu'il est à 300 000 km secondes fois 8 minutes. Donc ça, c'est la distance du Soleil. Donc quand on voit le Soleil présentement dans le ciel, ça, on voit le passé. On voit le Soleil, comment il était il y a 8 minutes. Donc quand on voit l'étoile qui est à 100 millions d'années-lumière, ça prend 100 millions d'années à la lumière pour arriver à notre œil. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement l'étoile comme elle était dans le passé, il y a 100 millions d'années. Donc l'étoile qui est là, elle a 100 millions d'années. Peut-être qu'elle est morte présentement, mais ce qu'on voit, c'est comment elle était dans le passé, il y a 100 millions d'années. Donc ça, c'est vraiment une preuve mathématique que l'univers est très vieil. L'univers va jusqu'à à peu près 15 milliards d'années. C'est une observation. On voit que les étoiles sont très vieilles. Mais il y en a que ça ne fit pas, ou ça ne cadre pas, dans leur compréhension qu'ils ont de la Bible. Ils disent non, la Bible dit que la Terre est jeune. On va revenir à ce que la Bible dit, mais là, on essaie d'expliquer justement ce phénomène-là. Donc, au lieu de s'attarder à changer l'interprétation qu'on fait de la Bible, vous vous souvenez de l'échelle des priorités, de dire, ah non, l'observation, ça, c'est clair, c'est pas une interprétation, mais c'est en contradiction avec ce qu'on pense. Donc, c'est l'interprétation de la Bible qui est fausse dans ce temps-là. Il faut retourner à ce que la Bible dit. Il y en a qui mettent les priorités à l'envers. Ils disent non, mon interprétation est bonne, je vais changer la donnée. Donc, on va essayer de réconcilier ce phénomène-là. Donc, l'argument qu'on sort, c'est que, Dieu a créé les choses avec une apparence de vieillissement. Donc, Dieu a créé Adam, il était déjà vieux. Dieu a créé la lumière ou les étoiles, mais ils ont l'apparence qu'elles sont vieilles, mais pour de vrai, elles sont jeunes. Donc, on va regarder si ça tient la route. Le verset qui sort souvent, c'est Jean 2, versets 9 à 10, quand Jésus transforme l'eau en vin. Il dit, le vin, c'était du vieux vin. Donc, Dieu a créé des choses vieilles, mais même si ça faisait 30 secondes que le vin était créé. Donc, on va lire le passage comme il faut. Jean 2, 9. Quand le chef du festin eut goûté l'eau changée en vin, or il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux. Il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, et ensuite le moins bon, après qu'on a beaucoup bu, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Donc, je lis nulle part, moi, que c'est écrit que le vin était vieux. On déduit que le vin bon, il est vieux, parce qu'il y a un autre verset qui dit que le vieux vin est bon. Mais encore une fois, moi, je peux prendre le verset qui dit, Dieu nous envoie du vin nouveau, puis il ne faut pas avoir des vieilles outres. Le vieux vin va dans les vieilles outres, mais le vin nouveau va dans les outres neuves. Donc, vous savez que je peux prendre n'importe quel verset, puis faire cadrer dans ce que je crois. C'est pour ça que c'est important de ne pas juste prendre n'importe quel verset comme ça, mais de regarder le verset en contexte. Donc, le contexte des noces de Cana, ça ne nous dit pas que le vin est nécessairement vieux. Donc, tout ce raisonnement-là ne tient pas la route, parce que c'est même pas écrit que c'est du vieux vin. Il y en a d'autres qui disent, Dieu a donné l'apparence, tout simplement. Dieu a créé la lumière, mais les étoiles ne sont pas vraiment là. Puis, les étoiles sont venues après. Puis, qu'est-ce qu'on a lu la dernière leçon? C'est que observez la nature, interroge les bêtes, regarde le ciel. Le ciel parle de ma gloire. Donc, Dieu nous encourage à regarder la nature parce que ça décrit sa grandeur, ça décrit son caractère. Donc, si je prends une théologie qui dit, les étoiles ne sont pas vraiment là, c'est juste une illusion. Donc, qu'est-ce que ça m'apprend sur le caractère de Dieu? Dieu déçoit, parce qu'il dit, c'est pas vraiment là, c'est une apparence, c'est une illusion. Est-ce que ça me parle de la grandeur de mon Dieu? Non, pas vraiment. C'est-à-dire, la nature va parler de mon caractère. Dieu est authentique, Dieu est vrai, Dieu est vérité. Si les étoiles, c'est une illusion, c'est un mensonge. Donc, ça n'a rien à voir avec le caractère de Dieu. Donc, encore une fois, cette interprétation-là ne tient pas la route avec les principes bibliques. Si on regarde, il y en a qui disent, la vitesse de la lumière a changé dans le temps. Donc, la vitesse était plus élevée dans le temps. Donc, c'est pour ça que les étoiles, la vitesse
allée beaucoup plus vite, et puis là, elle a ralenti. On va prendre ça, ce test-là. Est-ce que les lois de Dieu changent comme ça? Dieu a changé ses lois à mesure qu'il a créé. On va regarder le psaume 104, verset 5. Là, on va essayer de regarder un peu les principes de Dieu par rapport à sa création. Psaume 104, 5. Il a posé la terre sur ses bases, elle est inébranlable à jamais. Donc, Job 38, 5. Qui a fixé les dimensions? Si tu le sais. Ou qui a étendu le niveau sur elle? Donc, on voit que Dieu a fixé les dimensions. Ça a été fixe. Ceux qui disent que la terre change de forme. Oui, Dieu, ça change de forme, mais les lois ne changent pas. Dieu a établi des lois qui ne changent pas. Regardez, Proverbe 8, verset 29. On avait déjà lu le passage. Ça dit, quand il imposait à la mer sa loi, afin que ses eaux n'en franchissent pas les limites, quand il posait les fondements de la terre. Il a fixé. Donc Dieu a fixé des choses, des lois qui ne sont inébranlables, qui ne changent pas. Donc de dire que c'est de la pure spéculation, de dire la vitesse de la lumière a changé, ça n'a aucun fondement scientifique et ça n'a aucun fondement biblique. On va regarder dans Psaume 90, versets 2 à 6. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses formé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il est passé, et comme une veille dans la nuit. Tu les emportes semblables à un songe. Ils sont au matin comme une herbe qui passe. Elle fleurit le matin, et elle se fane, et le soir on coupe, et elle sèche. On voit encore le temps est relatif, comme on expliquait. Puis ça compare un peu avant que les montagnes fussent nées. C'est comme d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Il fait une comparaison un peu quand tu as formé la terre. Il veut montrer que Dieu est inébranlable. Donc il compare l'homme à une fleur qui fane. Mais là, il veut montrer que Dieu est éternel. Que Dieu est tellement d'éternité en éternité qu'il compare ça aux montagnes. Même avant que les montagnes fussent nées. C'est comme un style littéraire qui veut comparer l'étendue de l'éternité de Dieu. Puis ils prennent les montagnes pour comparer ça. Regardez dans Habakkuk 3.6. Verset 6. Il s'arrête et il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Les collines antiques s'affaissent. Ces voix sont des voix anciennes. Si on regarde ici, ça dit les montagnes éternelles. Les collines antiques. Donc, les mots qui sont utilisés ici, c'est vraiment pour signifier que les montagnes sont extrêmement vieilles, sont quasi éternelles, sont très antiques. Donc, ça nous décrit une terre qui est très vieille, qui est très longue. On a vu toute le Genèse 1.2, avec la destruction, Genèse 1.1, Genèse 1.2, ensuite les jours de renouvellement dans Genèse 1.3. Donc, toutes ces choses-là nous amènent à réaliser que oui, peut-être que la Terre, elle a vécu beaucoup plus de choses qu'on pense. Donc, concernant les méthodes de datation radiogénique, j'ai entendu beaucoup de critiques, il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur YouTube qui essaient de discréditer cette méthode-là. J'en ai regardé une douzaine, puis je me suis rendu compte qu'il y avait, la plupart, c'était les mêmes genres d'argumentation. Donc, on va regarder justement ces arguments-là un par un, puis on va essayer de regarder est-ce que ça tient la route ou pas. Donc, pour comprendre la datation radiogénique, il faut savoir que dans la nature, il y a des éléments qui sont naturellement radioactifs. Donc, par la radioactivité, un élément, comme par exemple l'uranium, va, au cours du temps, se décomposer en plusieurs éléments pour arriver à un élément stable, qui est le plomb, qui est l'élément fils. Donc, un élément parent et un élément fils. Et cette décomposition-là se fait à un taux constant. Pourquoi on sait que le taux est constant? Parce qu'il a été mesuré. Tous les éléments radioactifs ont une demi-vie constante. Okay? On l'a mesuré sur une courte période de temps, sur une longue période de temps. Le taux est constant. Donc, c'est quoi une demi-vie? Une demi-vie, c'est le temps que ça prend pour que la moitié de l'élément soit transformé en élément fils. Donc, le principe de base, c'est quand on trouve un minéral, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la quantité d'éléments fils, donc d'éléments produits, comme le plomb par exemple, puis on remonte le temps, comment ça a pris de temps pour avoir cette quantité de plomb-là. On connaît le taux, donc on a juste à reculer jusqu'à la formation de ce minéral-là. Donc, avant de regarder la méthode en détail, on va regarder l'argumentation. Pourquoi ceux qui critiquent cette méthode-là, qui disent que la méthode ne marche pas. Donc, la grande majorité de ceux qui critiquent la datation radiogénique, ils commencent toujours en disant qu'on date la roche. Donc, il n'y a rien de plus faux que ça. On ne date pas la roche. Il n'y a personne qui date des roches. On date des minérales.
C'est le minéral qu'on date. Et c'est très important parce que c'est toute là l'incompréhension justement de cette méthode-là, c'est qu'on pense qu'on date la roche. Donc le deuxième argument de ceux qui critiquent cette méthode, c'est qu'ils disent qu'il faut savoir la quantité de départ d'éléments qu'il y avait au début dans le minéral. Donc on fait une présupposition qu'il faut savoir la quantité de départ. Ben, il n'y a rien de plus faux que ça. On n'a pas besoin de savoir la quantité de départ. Pourquoi? Parce que les minéraux qu'on utilise pour faire la datation sont utilisés justement à cause de leur structure. La structure du minéral ne permet pas d'intégrer des éléments fils. Donc dans le cas de l'uranium-plomb, le minéral qu'on utilise, c'est le zircon. Donc c'est quoi le zircon? C'est de l'oxygène et du zirconium. Donc en chimie, les éléments comme le zirconium par exemple peuvent être substitués par un autre élément si et seulement si il y a à peu près le même rayon, donc il faut que le rayon soit semblable, et une même charge. Donc, dans le cas de l'uranium, oui, l'uranium a la même charge et le rayon atomique est à peu près semblable, donc peut substituer dans la structure du minéral. Le plomb, aucunement. Le plomb n'a pas la bonne charge et le rayon est beaucoup trop gros et ne s'intègre pas dans la structure du minéral. Donc, on sait au départ que la formation du zircon, qui cristallise à 850 degrés, donc quand ma roche refroidit, le minéral zircon est formé. Donc, le zircon qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a du plomb dedans. Il n'est pas supposé en avoir au départ, mais là, il y en a dedans. Pourquoi? Parce que l'uranium qui a été substitué au zirconium a produit du plomb. Donc là, on peut savoir combien ça a pris de temps à mettre ce plomb-là. Donc, on n'a pas besoin de savoir la quantité de départ parce qu'on sait que c'est zéro. Donc, une des autres critiques qu'on peut voir, c'est que les éléments peuvent entrer et sortir de la roche après son refroidissement. Oui, les éléments peuvent rentrer et sortir de la roche. C'est pour ça qu'on ne date pas la roche. On date le minéral. Pourquoi on date le minéral? Parce que justement, le minéral, c'est un système fermé. Le zircon, quand il cristallise en bas de 850 degrés, on sait que c'est le point de départ. Donc, l'horloge est à zéro aussitôt que ça passe, ça refroidit en bas de 850 degrés. Donc, pour qu'il y ait un transfert d'éléments, il faut tout simplement que la température soit plus élevée que 850 degrés. Donc, on ouvre le système. Et là, on remet l'horloge à zéro. Donc, il y a beaucoup de critiques qui utilisent l'exemple du robinet. On est dans un laboratoire, puis il y a un évier, puis il y a un robinet qui coule. Puis là, il y a un bouchon dans le fond de l'évier. Donc, on peut savoir facilement, si on sort du laboratoire, on revient dans 2 heures, on peut savoir combien, en connaissant le taux, puis en connaissant la quantité d'eau qu'il y a dans le lavabo, combien ça fait de temps que le robinet coule. Donc, il y a beaucoup de gens qui utilisent cet exemple-là pour illustrer un peu que les méthodes ne datent pas. Parce qu'ils disent, à un moment donné, il y a quelqu'un qui peut rentrer dans le laboratoire, jouer avec le robinet, enlever de l'eau ou rajouter de l'eau à sa guise. Donc, on ne peut pas savoir, on ne contrôle pas les conditions durant tout l'écoulement du robinet. Donc, c'est une analogie qui est un peu boiteuse parce que, il faut s'imaginer que le laboratoire, il est fermé, il est verrouillé, il est fermé à clé. Donc, il n'y a personne qui peut jouer avec le robinet. Deuxièmement, on sait qu'il n'y avait pas d'eau dans l'évier. Et le robinet coule toujours au même taux. Donc, l'argumentation est très colorée, mais ça ne représente nullement la réalité. Le 4e point, c'est une expérience qui a été faite. On a pris une roche, puis on l'a datée, parce qu'il y a plusieurs méthodes de datation. On a l'uranium-plomb, le potassium-argon, l'argon-argon. Donc, ils ont pris ces 3 méthodes-là et ils ont daté la même roche, et ça a donné 3 dates différentes. Et là, la conclusion, c'est, regardez, on a pris une roche, on l'a datée de 3 méthodes, ça a donné 3 dates, donc la méthode ne marche pas. Bon, je vais expliquer un peu ce cas. Comme je dis, il y a plusieurs façons de dater les roches. Donc, uranium-plomb, qu'est-ce qu'on va prendre? On va dater le zircon. Donc, le zircon, la remise à zéro de l'horloge, donc quand le cristal est cristallisé, c'est 850 degrés. Il y a une autre méthode qu'ils utilisent, c'est le potassium-argon. Donc, ça, c'est dans les micas. On sait que dans le mica, il n'y a que du potassium lors de la formation du mica, et on produit de l'argon par après, par désintégration radioactive. Mais le mica, lui, il cristallise à 400 degrés. Donc, si ma roche se métamorphise et la température monte en haut de 400, et au refroidissement, on recristallise des micas, eh bien, l'horloge, elle est remise à zéro à 400 degrés. Par contre, mon zircon, lui, il ne sera pas remis à zéro. Et il y a une autre méthode, c'est argon-argon. Ça, c'est dans les argiles. C'est plus comme à 200 degrés. Donc, à 200 degrés, donc si ma roche est métamorphisée à 300 degrés, mes micas ne sont pas remis à zéro, mes zircons ne sont pas remis à zéro, mais mes argiles sont remis à zéro. Donc, quand on utilise ces 3 méthodes-là, on date 3 minéraux différents. Donc, si moi, je veux étudier le métamorphisme, je ne vais pas choisir l'uranium-plomb, je ne vais pas choisir argon-argon, je vais choisir potassium-argon, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le métamorphisme. Donc, je veux dater le métamorphisme. Donc, je vais dater les micas.
Donc si je veux dater le rétrométamorphisme, ça c'est du métamorphisme de basse température, je veux utiliser les argiles. Puis pourquoi des fois on utilise le métamorphisme? Parce que des fois il y a des systèmes aurifères ou de cuivre qui sont associés, donc on s'intéresse plus au métamorphisme qu'à l'âge de la roche. Donc si j'ai 3 méthodes comme ça, ce qui est puissant dans ces méthodes-là, c'est que je peux choisir justement l'événement que je veux dater. Si je m'intéresse à la formation de la roche et non pas au métamorphisme, je ne vais pas choisir des micas, je vais choisir le zircon. Donc c'est normal de trouver 3 températures différentes. On a daté 3 événements différents. Donc le zircon nous donne l'origine de la roche, donc quand elle a fusionné, c'est-à-dire quand elle a refroidi à partir d'une roche en fusion. Le potassium-argon nous donne probablement la température du métamorphisme ou de refroidissement quand il était rendu à 400 degrés, et les argiles du rétrométamorphisme. Donc c'est normal que si on date la même roche, ça donne 3 dates différentes, parce qu'on date 3 minérales différents. Donc les minérales n'ont pas cristallisé au même temps. Donc il n'y a pas de conspiration par rapport à ces méthodes de datation-là. Les scientifiques, on ne s'est pas tout mis ensemble, puis on a dit, OK, on va inventer des taux très élevés là, pour pouvoir justifier là, des millions d'années. Et pourquoi des fois c'est comme plus ou moins 5 millions d'années, plus ou moins 2 millions d'années? Parce que la quantité souvent de plomb qu'il y a dans un zircon, on parle de picogrammes. Donc c'est extrêmement petite quantité. Et c'est tout simplement la limite de détection des instruments qui mesurent ce poids-là. Donc c'est tout simplement normal qu'il y ait une marge d'erreur. Donc quand on calcule avec les taux, ça fait des marges d'erreur des fois de 0,01%, 0,2%. Donc ça fait en bout de ligne des millions d'années. Mais rassurez-vous, pour que la vie apparaisse de nulle part, donc pour que l'évolution marche, pour que l'apparition de la vie soit pur hasard, ça prendrait quelque chose comme 250 trillions d'années. Donc même avec un univers qui a 15 milliards d'années, ou une Terre qui a 4,56 milliards d'années, c'est beaucoup trop jeune. Et même quand les premières dates sont arrivées pour l'univers, la plupart du monde était contre parce que l'âge était trop jeune. Eux autres, ils voulaient quelque chose comme un quart de trillion d'années. Pourquoi? Pour que l'évolution marche. Mais là, ça ne marchait pas. C'est arrivé beaucoup trop tôt. La vie est apparue beaucoup trop tôt sur la Terre. Ça même pas 4 milliards d'années. Donc, c'est pas assez pour que l'évolution marche. Donc, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 6000 ans pour détruire l'évolution. Même 5 milliards d'années détruit l'évolution ou l'apparition de la vie par hasard. Il y a une autre méthode qu'on utilise aussi, c'est les fossiles. Et j'entends souvent l'argument qui dit que ça, c'est un argument circulaire. Pourquoi? Parce que pour dater les roches, on prend les fossiles, puis pour dater les fossiles, on prend les roches. Donc c'est un argument circulaire, ça marche pas. Encore une fois, ça c'est une incompréhension de c'est quoi cette méthode-là. Tout simplement qu'on a fait une base de données, on a catalogué les fossiles. Par exemple, les trilobites. On sait que les trilobites, à cause des datations des minéraux qu'on a faites, que les trilobites ont vécu de telle époque jusqu'à telle époque. Pourquoi? Parce qu'on a catalogué des centaines, voire des milliers de ces fossiles-là, et chaque fois, il y avait des roches qu'on pouvait dater qui étaient associées. Donc, on construit notre base de données. On sait que les bryozoaires ont vécu en telle époque et telle époque, à cause des datations. On sait que les bivalves ont vécu d'une telle époque à telle époque, ou un brachiopode, et tout ça. Donc, on catalogue tout ça, parce que les datations radiogéniques coûtent cher. Mais là, vu qu'on a déjà fait l'exercice une fois, maintenant, tout ce qu'on a à faire, on a ces fossiles-là, que c'est des fossiles indicateurs. C'est des marqueurs dans la roche. Donc maintenant, on n'a plus besoin d'aller faire des datations radiogéniques quand on a des fossiles. On regarde les fossiles, puis on regarde quels fossiles sont là. Donc on sait que la roche est entre telle époque et telle époque. Donc on n'a pas besoin de refaire tout l'exercice. Donc c'est pas un argument circulaire, c'est tout simplement on a fait un template, puis là on fait copier-coller après. Donc je vais m'arrêter ici, et on va continuer dans la prochaine partie un peu cette même genre d'étude, en focalisant sur l'arche de Noé. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur l'arche de Noé et sur l'âge de la Terre, l'âge du déluge?